manipulation contre le régime de Chadli, mais par la suite un groupuscule a pratiqué la torture, donc ils ont étouffé la société, ils ont massacré plus de 500 personnes, plus des incarcérations, plus des arrestations, etc., etc. Et de l'autre côté, on a vu une autre transformation de nature politique quelques jours après, c'est-à-dire le 4, le 5, le 6, le 10, il y a le discours de Chadli Ben Jdid. Et les gens sortent dans la rue, Tahia, Chadli, Tahia, Chadli, Tahia, Chadli. Explique-moi en termes d'analyse sociologique, fais-le comme tu veux, anthropologique, psychomentale, culturelle, etc. Qu'est-ce qui s'est passé s'il n'y avait pas une main derrière? Il y a une main, il y a une main. Quelle est-elle? Est-ce qu'il y avait une main ou il y avait une poignée de mains? Oui. Moi je pense qu'il y avait une main et que l'émeute, parce qu'il faut rappeler, il faut le dire, si l'émeute a été très violente à Alger, la Kabylie n'a pas bougé. La Kabylie n'a pas bougé en 88. Aucune autre région, mis à part peut-être un peu à Constantine, peut-être. Sinon, le phénomène n'a pas été un phénomène national. Il a été un phénomène circonscrit à la région d'Alger. Ce qui montre bien qu'il y avait des gros enjeux autour du pouvoir central. Autour du pouvoir central. Et ce qui est chose nouvelle, les Algériens vont commencer à entendre parler, mais ils n'entendent pas du tout parler par les médias algériens. Ce n'est que 3 ou 4 jours après que les médias algériens commencent à parler de ce qui se passe. Les gens étaient branchés, les radios, essentiellement parce qu'il n'y avait pas encore le phénomène de la télé, très peu, mais il y avait beaucoup le phénomène de la radio, les gens captaient radio, Monte Carlo, Radio France Internationale, etc. Luxembourg, BBC Londres, etc., etc. Donc déjà, c'est un réflexe que vont prendre beaucoup d'Algériens à ce moment-là, de commencer à se brancher massivement sur les médias étrangers. Sur les médias étrangers. Ça aussi, on peut dire d'une certaine manière, ça peut indiquer à qui ça profite. Explique-nous. Ben oui, bien sûr. Si vous faites de sorte que l'opinion soit informée de la réalité des choses, avec des lectures interprétatives, mais à partir d'un centre de tri, un centre de maillage de lecture et d'interprétation qui est exogène, il y a un pouvoir de communication, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, un pouvoir de communication formidable. Or, la communication est d'une importance stratégique majeure dans des situations de crise et dans des situations de conflit. Ça a eu une conséquence énorme que nous payons à ce jour. À partir de 88, les Algériens ont dit plus aucun crédit aux médias algériens. Plus aucun crédit à ce qui s'écrit et à ce qui se dit. Pas seulement par le pouvoir, qui ne parlait pas beaucoup, mais y compris par les journalistes. Et à ce moment-là, effectivement, ça crédibilise les faiseurs d'opinion extérieure. Quelle était la radio la plus écoutée à l'époque en Algérie? Là, c'était Midi 1. C'était le Maroc. Et c'était les chaînes françaises. Si les chaînes françaises, on peut toujours dire, ça parle en français, la population algérienne est majoritairement arabophone, les gens qui écoutent la radio, par contre, Midi 1, bilingue. Et bilingue, et les informations circulent beaucoup. Et je me souviens qu'à cette époque, tu prenais un taxi, tu rentres dans le taxi, c'est Midi 1. À longueur de journée. Donc il y avait un effet de médiatisation et un effet de crédibilisation de la source informationnelle, ce qui montre aux Algériens qu'effectivement, nous sommes dans un pays totalement fermé. Il se passe ce qui se passe, mais nous ne sommes pas informés. Et ça, je pense que ça ajoute à ce que tu disais tout à l'heure. Le pain et la liberté et l'information. Le droit à l'information, c'est à ce moment que les gens sentent l'importance de l'information. Ils disent,
C'est notre vie qui est en jeu et on ne sait même pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour revenir à un point très important que tu viens d'évoquer, personnellement, j'ai eu des jours et des jours de débat avec des collègues, des amis, des étudiants, des militants juste après les événements d'octobre, sur justement la non-implication de la Kabylie, connue par sa résistance, par son militantisme, par son esprit frondeur, et particulièrement par son opposition farouche contre justement les institutions du pouvoir. Exact. Parmi les réponses qui m'ont été données et qui continuent à être données jusqu'à maintenant et surtout après le printemps noir, c'est qu'il y a un phénomène sociologique en termes de mouvements sociaux et d'émeutes en Algérie, c'est que je ne sais pas si c'est l'effet du pouvoir ou une stratégie du pouvoir ou c'est devenu une culture j'allais dire spécifique aux régions. La Kabylie, pour elle est le chantre de la résistance, de la rébellion, de la désobéissance civile, de la démocratie, de la revendication démocratique, des libertés, des droits de l'homme, etc. etc. Et elle chante. Et elle chante. Chante très important. Oui, c'est ce que tu as dit l'autre fois. La réponse qui nous a été donnée la dernière fois, enfin en 1988, juste après les événements d'octobre et avant même le discours de Cheddi Benjedid, qui au moment du discours de Cheddi Benjedid, la Kabylie commençait à s'opposer publiquement. Contrairement à ce qui s'est passé à Alger. Absolument. Moi, j'ai discuté longuement avec des militants qui sont devenus des hommes politiques, qui sont devenus des responsables, mais il y a des gens qui sont devenus ministres, il y a des gens qui sont devenus des profs d'université, etc. On m'a dit clairement, pourquoi vous, d'autres Algériens, vous n'avez pas bougé lorsqu'il y a eu le printemps berbère 80, comme on a donné par la suite là. Il y a dans cette réponse une vérité. Oui. Il y a une vérité historique. Toute relative. Toute relative éventuellement. Mais il y a également une sorte, j'allais dire, de régionalisation même de la résistance et des conflits. Cela veut dire, nous ne voulons pas partager avec vous une revendication démocratique. Nous ne voulons pas partager avec vous. Je modère un peu ce que tu dis. Je peux peut-être apporter un autre angle de lecture, à mon avis. Oui. Toujours dans la problématique qui est la nôtre, c'est-à-dire polarité élitaire contre polarité d'encadrement. L'exemple que tu viens de donner est extrêmement intéressant et il conforte l'analyse que nous avons avancée jusque-là. Paradoxalement, dans les événements de 88, où on a donné à voir une armée qui pratique la torture, une armée qui tire sur la population, et on a beaucoup glosé sur ça. Je crois que ce qui est intéressant dans la réaction de la Kabylie, c'est que la Kabylie va... elle a un réflexe, la Kabylie, de manière générale, et qui va perdurer jusqu'à pratiquement, jusqu'à tout dernièrement, jusqu'au lendemain jusqu'à la troisième élection de Bouteflika. Parce que avec la troisième, il y a un changement de perspective. Tu veux dire la troisième intronisation? Oui, parce que si tu dis élection, ça veut dire que tu reconnais les élections. C'est du Bokassa. Tu reconnais? C'est une intronisation d'un empereur africain, ça. Le problème, c'est que jusqu'au troisième mandat là, qui a été entamé, comme on le sait, malgré notre opposition, je tiens à le rappeler, la Kabylie a voulu se maintenir comme un bastion qui, sur le plan politique, se caractérise essentiellement comme étant anti-FLN. Essentiellement anti-FLN. Or, la Kabylie avec les Aurès partage une réalité sociologique importante. Laquelle? Elles sont des grandes fournisseuses
des corps d'armée et de sécurité. Si les ORES fournissent essentiellement, les ORES, tout l'Est algérien, fournit essentiellement les hommes des troupes, l'écrasante majorité des services sécuritaires de l'armée, j'ai l'impression qu'ils se composent viennent essentiellement de la Kabylie. Donc, ce qui corrobore l'idée quel a été le jeu de ces corps de sécurité au lendemain de 88, et est-ce qu'il n'y a pas eu un travail en direction de la Kabylie pour... Restez tranquille, ne bougez pas. Avec ça. Non, mais entre nous, moi, ce qui m'intéresse... Le reste, le discours que tu as dit, je crois que c'est un discours de couverture. Parce que c'est un discours qui s'échange dans la quotidienneté. C'est un discours de couverture. Parce que moi, pourquoi j'ai apporté ce témoignage? Pour la simple raison que je me suis toujours demandé, et si la Kabylie était impliquée dans les événements d'octobre, le processus du changement politique, institutionnel et même militaire en Algérie, il aurait changé. Il aurait été autre que la relégitimation du pouvoir après le discours du chef des BJD de 1988, qui lui a donné encore un souffle, une certaine pérennisation, qui a duré jusqu'à 1980. Et la résistance des Algériens, en plus de la Kabylie au FLN, au dictat du FLN en tant que système du parti unique, c'est substitué. Il y a une nouvelle force qui s'est substituée à toute cette masse d'Algériens en Kabylie et ailleurs par une nouvelle mouvance qui s'appelle le FIS. Et c'est le FIS qui récupère le tout pour s'opposer définitivement. Là, tu vas vite en besoin. Non, c'est juste pour ramener, parce que dans ma tête à moi, si la Kabylie était impliquée, le processus aurait été tout à fait différent. Oui. Donc on l'a maintenu à l'écart. On lui a demandé de se maintenir à l'écart. Qui? Je ne sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que la mouvance qui a agité la Kabylie dans les années 80, curieusement, n'a pas saisi cette occasion de 88 pour revenir sur le devant de la scène. Est-ce qu'elle était initiée pour savoir que ce qui était en train de se passer en 88 est une guerre de clans à l'intérieur de la même famille politique? C'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, gauche du FNN contre la droite conservatrice du FNN, les gens de la Kabylie te disent ça ne nous regarde, ça ne nous concerne pas, c'est le Hajj Moussa, le Hajj FNN. Je rappelle. Mais chose vraie aussi, hein. Non, bien sûr. Je rappelle qu'il y avait dans le FNN un certain nombre de grands responsables, des hommes politiques très avertis, qui représentaient cette gauche du FNN. Mohamed Salah, effectivement, qui était responsable de la Fédération de France, qui était un homme très orienté, qui va justement, chose assez curieuse, pourquoi j'en parle, parce qu'il va être un des initiateurs en 80, je me demande si c'est 87 ou 89 que ça s'est fait, le colloque international consacré à Franz Fanon. C'est en 89. Ça doit être en 89. Je crois que c'est 89. Ouais. C'est en 89, c'est ça. Donc c'est lui qui va réunir avec un certain nombre de gens apparentés gauche FNN, c'est-à-dire Reda Melk, c'est-à-dire Mustafa Nasraf, qui a été plutôt très tiède et timide, les Ousdek, qui sont connus pour être très orientés à gauche, de manière générale, et un certain nombre de gens qui se sont engagés avec eux, y compris du côté de la presse, comme Bachir Zoug, Abdoubé, etc. C'est une tendance bien précise qui était dans le FNL à l'époque, avec
un appel du pied à des anciens du MTLD qui étaient des hommes qui apparaissaient comme des hommes du progrès. Je pense à Yazid, je pense à qui encore Mazouzi, je crois. Il y avait également un certain Ndqablia, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, et le colonel Snoussi qui dirigeait Riyad al-Fatah. C'est lui qui a abrité cette grande manifestation.